Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous recevoir sur l'Insoumission avec notre chère Laïla Chabi. Salut Laïla. Salut Pierre, contente d'être ici. Alors aujourd'hui, on reçoit une députée européenne, figure mondiale de la lutte contre l'ubérisation. Pourquoi mondiale? Parce que le 27 octobre dernier, l'Insoumission était là, il y a eu un contre-sommet à Bruxelles avec des travailleurs, des juristes, des syndicalistes, des experts de l'ubérisation qui venaient de 17 pays du monde. J'ai la liste sous les yeux. Ils venaient d'Argentine, du Brésil, des États-Unis, du Paraguay, du Mexique, de Suède, du Portugal, d'Irlande, d'Angleterre, d'Allemagne, du Danemark, de l'Ukraine, de l'Autriche, de l'Italie, de la Slovénie, de l'Espagne et bien sûr de la France. Laïla, est-ce que la nouvelle internationale arrivera sur le sujet de l'ubérisation? Je ne sais pas si la nouvelle internationale arrivera sur le sujet de l'ubérisation, mais en tout cas, ce que je sais, c'est quand on réunit à Bruxelles, au cœur, au royaume de l'Union européenne et au royaume des lobbies aussi, quand on réunit des travailleurs qui sont tous isolés en temps normal, hein. Quand vous prenez un travailleur ubérisé, par exemple, si tu prends un livreur à vélo, il est tout seul sur son vélo, il a un contrat de travail individuel, il ne parle pas à son voisin parce qu'il est seul sur son véhicule. Il y a le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme, qui a un slogan que j'aime beaucoup, qui dit « La rue est notre usine ». Hein. Parce qu'il faut savoir que d'abord, pour se mobiliser, ne serait-ce que dans son pays, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une ville, c'est un parcours du combattant quand on est travailleur ubérisé, parce qu'on a chacun donc son contrat de travail, on est isolé. C'est pas comme à l'époque, dans le modèle, on va dire, de l'entreprise. De l'usine, où il y avait l'usine, où tu es avec tes collègues, tu es avec tes 40 collègues, avec le même contrat de travail, en CDI, tu t'organises. Déjà, c'est pas facile de s'organiser dans ces conditions-là. Alors imagine quand tu es dans le cadre de l'ubérisation. Pareil pour le chauffeur VTC, tout seul dans son véhicule. Et ça, c'est une stratégie de la part des plateformes en face. C'est une stratégie de la part de plateformes en face qui se sont dit, tiens, on va tous leur donner un contrat, c'est pas un contrat de travail, c'est un contrat commercial individuel. Ils vont tous être isolés des uns des autres. Tout va être fait pour pas qu'ils se parlent entre eux. Comme ça, ils nous embêtent pas. Comme ça, ils revendiquent pas. Comme ça, il n'y a pas d'organisation collective. Et donc c'est un exploit. C'est un exploit. Et oui, d'autant plus que, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'inverse, ces plateformes, elles ont elles-mêmes créé la nouvelle internationale, leur internationale à elles, justement. Et je crois qu'il y a une nécessité au XXIe siècle d'inventer en effet une nouvelle forme d'internationale et que celle-là, elle passe forcément par riposter face à leur stratégie à elles. Parce qu'elles, donc je te disais, elles divisent, elles parcellisent, elles atomisent les travailleurs. Et par contre, elles font tout l'inverse. C'est-à-dire qu'elles s'organisent même pas à l'échelle d'un pays, elles s'organisent à l'échelle internationale. Elles s'organisent notamment à l'échelle européenne, où on le voit, hein, elles, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France ou la Belgique, elles ont la même stratégie. Hein. Et donc face à ça, nous, ce qu'on a voulu construire, et c'est ce qu'on a fait donc au Forum d'alternative à l'ubérisation, c'est construire un contre-lobby. Un lobby, moi ce que j'appelle un lobby populaire, un lobby citoyen, le lobby des travailleurs, c'est-à-dire faire de tous ces travailleurs une force qui pèse dans le rapport de force. Et je crois que dans le capitalisme du XXIe siècle, parce que c'était le but des internationales, avant aussi c'était comment on construit l'internationale des travailleurs pour s'opposer au capitalisme. Et bien je crois que dans le capitalisme international du XXIe siècle, on ne peut pas faire abstraction de ces plateformes numériques qui ont des stratégies qui est de piétiner les droits sociaux, les droits économiques, les droits démocratiques. Et donc pour s'y opposer, la stratégie en face, la construction d'une internationale, ça passe par tisser les colères, les revendications, tisser des liens entre tous ces travailleurs. Alors, tu parlais de lobby populaire. C'est quelque chose peut-être que tu es en train d'essayer d'inventer au niveau du Parlement européen. On sait qu'ils ont une force de frappe monstrueuse, les lobbies Uber, Deliveroo. Toi, face à ça, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, notamment le 27 octobre à Bruxelles, où je crois savoir que tu es allé à une réunion avec le commissaire européen qui travaille sur l'emploi, Schmitt, et du coup, tu es allé directement avec les représentants syndicaux, négocier avec lui pour faire une sorte de contre-lobby. Ouais. Alors, comme tu dis, les lobbies à l'Union européenne, hein, ils sont comme chez eux. Ils ont une carte, un badge pour rentrer au Parlement comme ils veulent, hein, alors que tu prends n'importe quel citoyen qui passe dans la rue de Bruxelles, il n'a pas le droit d'entrer comme il veut au Parlement européen. Hein, c'est tout un cirque pour avoir une accréditation. Par contre, les lobbies, eux, ils peuvent aller taper à la porte de tous les bureaux des députés. Ils ont le numéro de téléphone portable de tous les commissaires et dès qu'on arrive au Parlement, on sent que voilà, on a des lobbies qui écrivent la loi, qui ont toujours eu l'habitude d'écrire la loi. Donc là, on est sur le sujet des travailleurs des plateformes numériques. On a un chantier législatif qui s'est ouvert donc il y a déjà 2 ans. En décembre, la Commission européenne doit faire une proposition législative qu'elle va envoyer au Parlement et qu'elle va envoyer aux États.
parce que malheureusement, le Parlement européen, nous, on est les seuls qui soyons démocratiquement élus au suffrage universel, mais on n'a pas le droit d'initiative législative. On ne peut pas écrire le premier jet des lois, on doit attendre que la Commission européenne... Ça, c'est la Commission européenne qui a l'initiative et vous... Voilà, donc en fait, en gros, la Commission, pour faire sa proposition, elle est sous influence. Elle est sous influence de, on va dire, le Parlement européen, parce qu'en fait, qui doit, à ce stade-là, ne peut limiter son rôle qu'à un rôle d'influence. Le Parlement européen qui a donné sa position en septembre, qui est pour une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques. Bon, on y reviendra peut-être, mais en gros, qui porte l'intérêt des travailleurs. Et puis, on a de l'autre côté les lobbies qui, eux, veulent profiter du chantier législatif qui s'est ouvert pour, comme ils font d'habitude, construire une loi qui est complètement à leur image, qui est en fonction de leurs intérêts. Mais tu parles d'influence, l'influence du Parlement européen, mais j'ai l'impression que moi, il y a justement un manque de poids, enfin en tout cas dans l'influence, dans le rapport de force du Parlement européen par rapport au lobby. Ah ben tout à fait, tout à fait. Et puis si le Parlement européen avait suffisamment d'influence, moi j'aurais pas besoin de faire venir plus de 100 travailleurs de n'importe où, d'organiser une pression, une contre-pression par rapport à celle des lobbies. Oui, on a des lobbies qui ont l'habitude d'écrire la loi. Nous, on a senti que dans le rapport de force, juste la position du Parlement européen, ça pouvait pas suffire. Ça pouvait pas suffire. Et ce qu'il fallait, c'était faire intervenir, faire s'immiscer dans le débat les principaux concernés. Et c'est ce qu'on a fait donc avec le Forum des alternatives à l'ubérisation, ce qu'on a essayé de monter depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'en fait, à l'Union européenne, ils ont l'habitude que c'est tellement, bon, c'est loin déjà, c'est à Bruxelles, hein, puis c'est tellement opaque, c'est tellement compliqué, ils ont l'habitude que les citoyens s'en mêlent pas. Et c'est aussi pour ça que les lobbies, finalement, ils ont une influence, mais personne pour la contester, en fait, celle-là. Et donc, du coup, moi, le choix que j'ai fait et qu'on a mis en œuvre, c'est de construire un contre-lobby où, en fait, on les force à prendre en compte la voix des travailleurs en imposant une force qui est peut-être qu'à moins d'argent, mais déjà mais qui est plus visible, qui est plus légitime. Et puis, je te dis que tellement ils n'ont pas l'habitude, ce qu'on constate, c'est que tiens, quand on organise le 27 octobre la réunion, donc lors du Forum des alternatives à l'ubérisation, une réunion est organisée avec le commissaire à l'emploi et aux affaires sociales, Nicolas Schmit, qui est forcé d'accepter cette confrontation dans le Parlement européen, parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'il y a 100 travailleurs qui parlent d'une même voix à Bruxelles, qui se réunissent pour dire voilà, écoutez-nous, et n'écoutez pas les lobbies cette fois, mais écoutez-nous, nous, quand vous allez faire votre proposition de directive. Ce jour-là, quand Nicolas Schmit reçoit donc, un représentant de chaque organisation de travailleurs qui était présente à Bruxelles, je dis que ça lui change de d'habitude. Hein. Et moi, quand j'étais dans cette salle dans le Parlement européen, où j'ai l'habitude de faire des réunions dans cette salle, mais je te dis que là, c'était pas la même ambiance. Hein. Quand t'avais la copine Leïla Deliverou-Mulhouse avec sa veste de Deliveroo. Qui lui ont dit les choses assez crûment de ce qu'ils nous ont raconté. Ils lui ont dit quand même, peut-être pas dans le langage auquel il est habitué, assez technocratique et tout. Là, ils lui ont... Complètement. Tu avais les copains de Slovénie qui avaient leur sac de livraison de repas. Tu avais les VTC, et je te dis que là, le commissaire, il est au milieu de tout ça. Moi, je me tais. Et je sais que ça va être beaucoup, beaucoup plus efficace que toutes les interventions que j'ai pu faire devant lui avant en commission emploi, que toutes les propositions d'amendement que j'ai déposées. Je dis que quand il a devant lui, juste moi, je faisais passer la parole, les travailleurs qui lui parlent directement, là, ils sont... Je sais pas l'effet que ça va avoir. Le combat est loin d'être fini. Mais en tout cas, ça lui met la pression. Il a une pression. Il sait que ceux qui les regardent, il n'y a pas que les lobbies qui le regardent, mais il y a aussi tous ces travailleurs qui les regardent et puis leur relais dans leur pays. C'est un peu compliqué, technique comme sujet. Peut-être on va revenir plus concrètement, quotidiennement, à ce que vivent les livreurs, les livreuses. Moi, il y a un truc qui m'a touché. Donc ce jour-là, j'ai parlé avec Laïla, qui est donc une livreuse Deliveroo, et qui m'a raconté qu'elle a un camarade qui est mort dans l'Est de la France en faisant son travail, donc en livrant. Aujourd'hui, la problématique des accidents et du mort du travail, c'est traité comme des faits divers dans les pages des quotidiens régionaux, mais en fait, c'est un fait social. Il y a un professeur d'histoire à Montreuil, Mathieu Lépine, qu'on salue, qui fait un travail formidable sur Twitter de recensement des accidents et des morts du travail. On estime entre 700 et 800 000 chaque année les accidents du travail et 700 morts en 2019. Là, il y en a déjà 231 depuis le début de l'année. Et dans ces morts et ces accidents du travail, il y a une grosse représentation de livreurs, notamment Uber, Deliveroo. Laïla nous avait raconté ça. Comment, toi, Laïla, tu arrives à parler concrètement en fait, de ce que vivent les livreurs?
ils livrent des repas toute la journée en fait, et ils n'ont même pas les moyens de se payer leur propre repas, même pas de pouvoir charger leur téléphone, même pas d'aller aux toilettes et tout. Comment en fait on arrive à parler concrètement de ce qu'ils vivent sans se laisser en fait cornériser, enfermer dans les débats juridiques et voilà, expliquer ce qui. C'est vrai que la bataille qu'on mène au Parlement européen, il y a des enjeux qui touchent à tout le salariat, le monde du travail, mais avant tout, la priorité, la grande urgence, la grande priorité, c'est de sortir de la précarité, de la situation dans laquelle ils sont, ces livreurs, ces chauffeurs VTC, et avant tout, je dirais, tu vois, tous les gens qu'on a vus en première ligne pendant le confinement. Tu te rappelles encore quand on était tous confinés, qui c'est qu'on a vu dans les rues, et ce qui a fait que les gens étaient obligés d'ouvrir les yeux sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, c'était le fait qu'il n'y avait plus que des livreurs de repas à domicile dans les rues. Et moi, je me rappellerai toujours quand on était à Bordeaux avec des livreurs place de la Comédie, où c'est l'endroit où les livreurs se mettent souvent à côté des restos pour attendre que leur il y avait que dans la rue en fait. Sonne. Il y avait que avec les sans-abri. Et qui vont livrer des repas. Et qui n'ont même pas assez d'argent pour eux se payer à manger, qui doivent faire la queue au camion des Restos du Cœur au centre de la place pour aller chercher un sac plastique avec de la bouffe. Donc c'est-à-dire qu'en fait quand tu es livreur, donc en fait t'as pas de salaire minimum horaire. Tu dois donc pour avoir un minimum horaire qui te permette de vivre, aller le plus vite possible, donc au mépris des conditions, des règles de sécurité. En fait, sous prétexte que tu es indépendant mais en même temps soumis à un algorithme, t'es complètement esclave en fait. Et là, tu parlais du camarade de Leïla Mulhouse qui est décédée. Il y a 2 semaines, il y en a un autre livreur qui est mort à Besançon. Il y a eu, moi, du coup, on m'a envoyé l'article dans la presse quotidienne régionale. Ça n'a pas fait les titres non plus au-delà de ça. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé non plus sur les réseaux sociaux. Et ce qui est scandaleux, c'est que tout est fait dans les conditions de vie pour que ces livreurs doivent aller le plus vite possible pour livrer un maximum. Et puis, parce que sinon, ils vont pas pouvoir juste payer leur loyer. Et avec des véhicules, des vélos, alors tu les vois là souvent à Paris, avec des Vélib. Voilà, sinon des véhicules dont la plateforme se lave les mains sur les règles de sécurité. Est-ce que le vélo est suffisamment stable et le pire en plus, c'est que alors même que tout est fait pour que le livreur, pas droit aux arrêts maladie, pas droit s'il est malade, il doit continuer de livrer, sinon il y a tout simplement pas de revenus parce qu'il est déconnecté de la plateforme, donc pas de revenus. Et en plus, une fois qu'il y a un accident, c'est ça qui est vraiment en plus le pire de ça, c'est qu'une fois qu'il y a eu l'accident, la plateforme pourrait se dire quand même, quand même j'ai ma part de responsabilité, même si c'est un indépendant quand même, c'est un peu de ma faute si la personne carrément est morte. Et non, les plateformes se lavent les mains, disent ce n'est pas mon problème, ce sont des indépendants. Ce système, tout est fait dans ce système, en fait, pour revenir sur un siècle de droit du travail où on faisait en sorte que justement les travailleurs travaillent dans des conditions qui leur permettent de vivre, d'être en forme et puis de leur éviter de crever quoi. Ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait finalement, on a beaucoup moins nous d'argent évidemment que ces lobbies-là et tout, mais eux ils agissent vraiment dans l'ombre, dans les couloirs du Parlement européen. Personne ne les voit, dans les réunions dont tu parlais, aussi ils rendent ça très technique pour que ça soit compliqué aux citoyens de manière générale de s'emparer du sujet. Mais toi, ce que tu arrives à faire, ce que tu commences à essayer de faire en tout cas avec le lobby populaire, c'est de rendre plus visible avec nos armes et notre force à nous, c'est-à-dire notamment ce jour-là, c'était dans la rue, avec du bruit, avec des fumigènes et tout, et juste au pied du coup de la Commission européenne. Ouais. Et je pense que ça, ils sont pas non plus tellement habitués que déjà de 17 pays différents quand même, après, peut-être qu'on parlera des relations de presse et moi, je pense qu'il y a un immense problème dans le champ médiatique qui parle pas assez de ce sujet-là, mais quand même, je pense que, sans non plus imaginer qu'ils tremblent, mais ils se sont quand même dit, là, on est obligé de les recevoir et de les écouter parce que s'ils font trop de bruit, au bout d'un moment, on va même les citoyens vont trop s'intéresser à ce qui se passe, qui reste dans les couloirs du Parlement. C'est ça, on a l'habitude que tout soit sur un ton très, très, très feutré. Et puis ils se disent de toute façon eux là ils se comprennent pas, de toute façon ils parlent pas la même langue, on a à disposition des interprètes et puis parce que moi ce qui me frappe en fait, ce qui m'a toujours frappé depuis que je travaille sur ces questions là, c'est que quand tu vas parler à un livreur, que ce soit en Italie, en Espagne, qui te parle ou en Équateur, qui te parle espagnol, anglais ou allemand, en fait chacun parle dans sa langue mais tout le monde dit la même chose, il y a le même intérêt commun. Sauf que pendant des années, ils se disaient justement, ils parlent pas la même langue, ils sont tous divisés, donc on est tranquille, ils vont pas nous embêter. Là, ils se rendent compte que si, ils sont obligés de les écouter. Et c'est vrai que tu disais, ils ont l'habitude de faire ça de façon opaque. En fait, jusque-là, ils avaient même pas besoin de trop se cacher parce qu'ils comptaient sur le fait que personne venait les embêter, personne venait les voir. Et pour te raconter une anecdote, hier matin,
Donc on apprend, en fait, on a une info comme quoi les lobbies des plateformes, les représentants des plateformes, hein, donc Uber, Volt, Deliveroo, etc., organisent aussi un forum. Comme nous, le forum qu'on a organisé, un peu un forum aussi. Ah bon. Sauf que eux, c'est pas le forum des alternatives à l'ubérisation, c'est plutôt le forum des intérêts de l'ubérisation, voilà. Pareil, ils organisent une rencontre avec le commissaire, tout ça. En gros, on s'est dit, oulala, attends, ils vont repasser sur le boulot qu'on a fait là, si ça se trouve, et puis ils vont tout saboter, en fait, et refaire tourner le commissaire dans l'autre sens. Donc on a voulu s'incruster. Et donc ça, comment vous avez eu cette info-là qu'il y avait cette réunion ? On a eu une fuite, en fait. C'est vrai que des fois on a des alliés aussi. Heureusement, hein, il y a des. Au Parlement européen. Au Parlement européen, dans certaines commissions. En fait, heureusement qu'on a. Je pense que finalement, ce qu'on fait, ça interpelle et ça crée. Enfin, il y en a qui se disent de toute façon les choses peuvent plus durer comme ça. Même tu vois des profils qui vont travailler au Parlement européen depuis 20 ans. Tu parles d'élus ou tu parles peut-être de techniciens dans les services? Dans les ouais. services, oui, ces infos-là, on les a dans les services. En tout cas, on a cette fuite, on a une fuite, okay. Parce qu'évidemment, c'est pas moi, ils m'envoient pas les invitations, hein, les lobbies, mais du coup, on a cette fuite. Et du coup, on décide de s'incruster, de s'inscrire. Là, je passe un coup de fil, Jérémy, livreur à Bordeaux, Brahim Ben Ali, leader des VTC en France. Ah ouais, je suis chaud, je suis motivé. Tout ça en 24 heures ou quoi? Tout le monde en une semaine, ça s'est fait super rapidement. Et donc, on se pointe hier matin, et ben figure-toi que le lieu avait été délocalisé, l'endroit avait changé. Impossible de retrouver, on a joué au chat et à la souris dans le quartier européen pendant 2 heures, à faire le tour des différents endroits de conférence, à aller carrément au siège du club, du cabinet de consultants qui organisait tout ça pour avoir des versions contradictoires. En gros, bon, je peux rien affirmer à 100%, mais il y a de grandes chances que quand ils ont vu mon nom, le nom de Brahim Ben Ali, le nom, forcément tu googlises sinon ils se connaissent tous entre eux, ils ont décidé de changer d'endroit. Et donc maintenant, ils se cachent, mais je pense que ça, le positif dans cette histoire, c'est que s'ils se cachent, c'est parce qu'ils sont pas sereins. Et parce qu'ils sentent que, contrairement à avant où ils pouvaient écrire la loi tranquillement, non, là on est là, on va les traquer, on va continuer de les chercher, de montrer que ce qu'ils font c'est pas démocratique, c'est pas transparent, et ça c'est important et c'est un aveu d'échec de leur part, je pense. Ok, est-ce que tu parlais de présomption de salariat, est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas du tout au fait de l'état des débats là, juridiques, ce qui se joue en gros c'est le fait d'avoir un statut de salarié, la protection sociale qui va avec, et du coup, où en est le débat? Alors en fait, pour résumer le débat, tu vois, dans le monde du travail, soit tu es salarié, soit tu es travailleur indépendant. Et en fait, quand tu es salarié, ce qui fait que tu n'es pas un esclave, c'est que tu donnes du temps, tu donnes par exemple 8 heures par jour dans la journée à un patron. Le patron, il a le droit de te diriger, donc de te sanctionner, de te contrôler. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Mais en contrepartie du lien de subordination, du coup, tu acceptes le lien de subordination, mais en contrepartie, tu as des droits. Tu as le droit du travail et la protection sociale. Bon. Sinon, tu es travailleur indépendant, tu n'as pas de patron au-dessus de toi, c'est toi qui choisis tes tarifs, tu n'as pas de salaire minimum. Non, mais je parle des vrais indépendants. Ouais. Je parle des vrais indépendants. Du coup, là, je parle pas des travailleurs des plateformes, mais imagine, je sais pas, un graphiste qui est indépendant, vraiment les freelances. Donc, tu n'as pas de patron au-dessus de toi, c'est toi qui choisis tes tarifs, c'est toi qui choisis comment tu travailles, mais en contrepartie, par contre, du coup, comme tu n'as pas de lien de subordination, tu n'as pas le droit du travail et tu n'as pas la protection sociale. Ça, c'était jusqu'alors. Tu as des plateformes qui sont arrivées là-dedans et qu'on dit, ouais, il y a des évolutions technologiques, du flanc, qui ont pris prétexte des évolutions technologiques pour avoir des gens sous leurs ordres, avoir un lien de subordination sur des gens, sans avoir à assumer la contrepartie, c'est-à-dire le droit du travail. Jusqu'alors, quand tu voulais avoir des gens sous tes ordres, quand tu étais un employeur, ok, tu avais le droit, mais comme c'est fini à l'époque des seigneurs et des esclaves, tu étais obligé de leur donner le droit du travail et la protection sociale. Là, les plateformes ont trouvé le moyen de dire non, nous on fait juste l'intermédiaire entre un travailleur indépendant et un client. Comme ça, c'est des indépendants et comme ça, ils n'ont pas assumé le droit du travail. Donc au final, tu as des plateformes qui ont les avantages du statut d'indépendant, c'est-à-dire pas besoin d'assumer le droit du travail, et les avantages du statut de salarié, c'est-à-dire des gens à tes ordres. Et tu as pour le travailleur les inconvénients des deux. Ouais. C'est-à-dire j'ai les inconvénients du salariat, j'ai un patron au-dessus de moi, et j'ai les inconvénients de l'indépendance, j'ai pas le droit du travail. Ça, c'est illégal. Tout ça, c'est illégal. Parce que quand tu regardes dans la réalité, en plus,
Donc on te dit, c'est un algorithme, tu as un algorithme qui met en relation. Sauf que la réalité, l'algorithme ne fait pas que mettre en relation. L'algorithme, il est même plus oppressant qu'un patron, en fait, quoi, en gros. Et parce que les règles qui te disent si tu dois prendre tel ou tel trajet, si tu dois avoir telle ou telle course, tout ça, c'est fait de façon opaque. Et pour reprendre l'expression, en fait, des VTC que j'aime bien, ils disent, nous, on a l'impression d'être, tu vois, le jeu Pokémon Go. On a l'impression d'être les Pokémon d'Uber. Uber, c'est les dresseurs, ils sont dans leur bureau. Ils vont décider tout d'un coup si, parce que il va y avoir 2 VTC l'un à côté de l'autre. L'un va avoir des grosses courses, l'autre va avoir des petites courses. Les deux vont avoir des prix différents pour la même course. Et en fait, ils savent pas si c'est parce qu'avant, ils ont refusé beaucoup de petites courses ou si à l'inverse. Donc, comme ils ont refusé les grosses, on leur donne que des petites. Ils savent pas exactement. Ils se demandent même s'il n'y a pas un truc à la Tinder. Je ne connais peut-être pas le principe de Tinder, donc j'explique. Mais en fait, en gros, quand tu prends un Uber, dans tous les cas, t'es noté par le chauffeur. Tu as une note, en fait, en tant que client, par le chauffeur. Quand toi, tu as pris un Uber, tu notes le chauffeur. Ils se demandent, mais tout ça, c'est que de la supposition parce que c'est opaque, si en fait, l'algorithme d'Uber est pas fait de manière à ce que on fasse matcher les chauffeurs bien notés avec les clients bien notés et les clients mal notés avec les chauffeurs mal notés. Ce qui fait que tout le monde n'a pas les mêmes courses. Donc tout ça pour dire que soi-disant, parce que l'algorithme, il décide pas ça tout seul, il y a des humains derrière qui décident des règles. Donc soi-disant, ces plateformes font juste la mise en relation. Mais en vrai, en réalité, non. Via l'algorithme, elles exercent un lien de subordination puissance 100, puissance 1000 par rapport au lien de subordination classique. Et donc pour revenir donc à nos histoires, donc cette situation, c'est illégal. Tu as tous les juges d'Europe qui disent non, là, vous utilisez de façon frauduleuse le statut d'indépendant. Et donc, il y a 2 possibilités donc, là, dans la loi maintenant. C'est soit on écoute les plateformes qui nous disent « Ah ouais, ok, c'est illégal, nous, on voudrait légaliser ça. Hein » C'est comme, tu vas voler une petite vieille dans la rue, c'est illégal. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas en prison ou on te rappelle à la loi. Et eux, les plateformes, elles veulent légaliser le vol de petites vieilles. C'est un peu la même chose. Donc, en créant un 3e statut entre le statut de salarié et le statut d'indépendant, pour donner la possibilité à des employeurs d'avoir des gens à leurs ordres sans assumer la contrepartie. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut les forcer à assumer leurs responsabilités d'employeur. Et là, la présomption de salariat, c'est une solution. La présomption de salariat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cadre des plateformes de travail, dès le début de la relation de travail, tu es considéré comme salarié, tu as un statut salarié, sauf si la plateforme prouve le contraire. Ça veut dire que, parce que souvent nous, on veut nous caricaturer en nous disant « vous êtes pour que tout le monde soit salarié ». Il y a des plateformes qui font juste de la mise en relation entre A et B. Par exemple, Doctolib. Doctolib a plein d'autres défauts, mais en tout cas, Doctolib ne définit pas les tarifs pour l'instant. On verra après dans quelques années. Mais en tout cas, aujourd'hui, Doctolib ne définit pas quand est-ce que le médecin il doit ouvrir, comment il doit exercer sa prestation, et puis quel client il va voir. Non, c'est juste de la mise en relation, c'est le client qui choisit. Tu as des plateformes pour les freelances où c'est le cas. Mais là, à la limite, il n'y a pas de problème. La plateforme pourra prouver dès le début qu'elle travaille avec des indépendants et qu'elle n'exerce pas de lien de subordination. Sauf que le problème, il est dans la majorité des cas, donc ces plateformes qui se font passer pour des intermédiaires alors qu'elles ne le sont pas, qui utilisent de façon frauduleuse le statut d'indépendant. Et dans ce cas, ce ne sera pas au travailleur, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le travailleur qui doit aller devant le tribunal, dire « je ne comprends pas, j'avais signé pour être indépendant, en fait, je ne le suis pas, donc il faut payer là ce que j'aurais dû avoir si j'avais été salarié. » Le travailleur tout seul face… Voilà, et ils sont requalifiés, mais c'est des jugements individuels. Il faut faire la démarche quand tu es dans la précarité. Il y a eu des victoires collectives. Il n'y a que des victoires collectives dans différents États européens. Il n'y a que des victoires, mais c'est des victoires souvent individuelles. Le problème, c'est qu'il y a quasi que des victoires. À chaque fois, les juges disent « oui, il y a lien de subordination, donc oui, il faut requalifier en contrat de travail ». Sauf que ça va être un chauffeur Uber ou 10 au maximum en même temps. Alors qu'en fait, le juge se prononce sur la relation de travail qui existe pour l'ensemble des chauffeurs. Donc ça devrait être à la loi de dire présomption. Les travailleurs sont présumés salariés, à part si la plateforme prouve le contraire. Et je veux juste compléter sur un truc, sur une arnaque à venir. Il y a une arnaque. Là, nous, on essaye de faire passer le message. C'est pas forcément évident, mais donc pour dire les choses simplement. Donc il y a 3 scénarios possibles le 8 décembre. La Commission européenne va faire sa proposition de directive, il y a 3 scénarios possibles. Scénario 1, on nous dit il y a un 3e statut entre le statut d'indépendant et le statut de salarié. Ça, c'est le rêve des plateformes. Ça, je pense que
on va l'éviter. Du fait du rapport de force qu'on a réussi à construire, notamment. Il y a un an, j'aurais pas dit ça, hein, mais là, je pense clairement qu'ils peuvent pas se le permettre. Scénario 2 et 3 maintenant. Scénario 2, on reprend la préconisation du Parlement européen. Il y a une présomption de salariat, c'est ce que je viens de te raconter. Donc, les travailleurs sont présumés salariés, à part si la plateforme prouve le contraire. Et le scénario 3, c'est l'arnaque. Et attention, parce que c'est ce que Macron risque de faire. Macron qui va prendre la présidence là, en janvier. Ouais. Il a envie de se refaire une petite image sociale, hein, parce qu'il a fait l'inverse du social en France pendant des années. Il a envie de se faire du social sur le dos de l'Union européenne, en expliquant que c'est le chantre du social. Et donc, il va vouloir faire croire qu'il fait quelque chose, alors qu'en fait, il ne va rien faire. Et ça, qu'est-ce que ça risque d'être? Donc, attention à ce troisième scénario, ne soyez pas dupes. Ce serait de prendre uniquement le renversement de la charge de la preuve. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, on écarte la présomption de salariat, il n'y a plus de travailleurs présumés salariés, mais c'est juste ce qui change, c'est que quand les travailleurs saisissent un juge, eh ben, c'est pas à eux de prouver qu'ils sont salariés, c'est à la plateforme de prouver qu'ils sont indépendants. Donc certes, on peut dire c'est un progrès par rapport à maintenant, mais en fait dans les faits c'est déjà ce que disent les juges et on fait toujours reposer sur le travailleur la charge d'aller devant les tribunaux et là ils savent que les travailleurs vont pas le faire parce que quand t'es en galère toute la journée à devoir livrer des repas, t'es tout seul, tu ne fais pas la démarche d'aller devant le juge. Mais attention à ce scénario-là, il ferait croire qu'ils ont fait une grande avancée pour les travailleurs des plateformes, alors que c'est pas ce que demande le Parlement européen, c'est pas ce que veulent les travailleurs, et ça résoudrait rien, ça changerait rien à la situation. C'est un gros piège dans lequel attention, ils risquent de nous amener, et ils voudraient faire passer ça pour une grande avancée, alors que ce sera pas le cas. Tu dis des victoires individuelles, mais si j'ai bien vu, donc il y a dans différents États européens eu des victoires justement sur la présomption de salariat, si je me trompe pas. Il y a eu l'Espagne. Enfin, au niveau de la loi, on a eu des victoires. On a des victoires. Hein, on a eu des avancées assez dingues. Et au Parlement européen aussi. Que sur l'année 2021. Alors en fait, voilà, au niveau, donc oui, là ça c'était. Donc on a les juges. Déjà c'est une victoire. Tous les juges là, la plupart des juges reconnaissent qu'il y a un lien de subordination. Donc ça devrait être des salariés. Ça doit être des salariés. On a l'Espagne, premier gouvernement de l'Union européenne. Grâce à nos partenaires de la coalition Unidad Podemos, donc c'est notre camarade qui est au ministère du Travail, qui impose la présomption de salariat pour les livreurs de repas, dans le secteur de la livraison de repas à domicile. On a eu des cours suprêmes qui ont dit la même chose, et donc Parlement européen, là, en septembre, moi tu m'aurais dit ça il y a un an aussi, pareil, j'aurais pas cru, hein, le Parlement européen se prononce pour la présomption de salariat. Maintenant, donc ça c'était complètement, c'est le résultat en fait du rapport de force de l'incursion du lobby populaire notamment. C'est aussi le résultat des négociations. J'allais te dire, est-ce que tu as des alliés quand même aussi au Parlement européen? Eh ben oui, il y a des alliés au Parlement européen parce que si j'étais restée juste dans mon couloir, moi je fais partie du plus petit groupe, le groupe le plus à gauche, le plus petit groupe du Parlement européen. Si j'étais restée dans mon couloir, je suis pas sûre qu'on soit arrivé à avoir un Parlement qui se prononce pour la présomption de salariat. Donc heureusement, donc j'ai des alliés qui se font, j'ai l'impression en plus au fil des mois, de plus en plus nombreux. En fait, on a réussi à créer une coalition. On est un peu maintenant on a réussi à mettre les macronistes clairement en minorité, en fait. C'est-à-dire que la coalition d'alliés, elle va très très loin. Toutes les différents groupes de la gauche du Parlement sont sur la position d'une présomption de salariat. Hein. Quand je dis tous, c'est-à-dire que moi je m'appuie beaucoup aussi avec. Je bosse pas tant avec les Français qu'avec les Espagnols, les Pays-Bas, avec même les Allemands. La droite aussi. On a réussi à se mettre la droite de notre côté contre les macronistes. Comment ? Tout simplement en leur expliquant. Alors, moi, j'apprends à parler à la droite au Parlement européen depuis que j'y suis. Et donc, sur cette question-là des travailleurs des plateformes, quand tu parles à quelqu'un qui est hyper attaché à la concurrence libre et non faussée, tout ça, hyper libéral, et quand tu lui dis, est-ce que tu trouves ça normal qu'il y ait des boîtes qui jouent le jeu, qui respectent le droit du travail, la protection sociale, sur le marché, tout ça, et à côté de ça... Même leur discours sur la concurrence, en fait. C'est ça. J'utilise le discours même du point de vue du discours de la concurrence, en fait, du coup, tu peux être que pour la présomption de salariat. Parce que je leur explique, et même eux sont indignés par le fait que les entreprises qu'ils défendent vont être victimes de concurrence déloyale parce qu'il y a des plateformes à côté qui respectent pas les mêmes règles du jeu. Et donc, il faut des règles du jeu équitables.
Et donc la présomption de salariat permettrait ça. Et quand je leur explique que l'idée, c'est pas que tout le monde soit salarié, mais c'est que quand tu as lien de subordination, tu es salarié, et que quand sinon, soit c'est de vrais salariés, soit tu es vrai indépendant. L'idée, c'est de lutter contre l'utilisation frauduleuse du statut d'indépendant. Et ça, c'est des choses qui s'entendent même à droite. Après, je t'avoue qu'on a eu de la chance aussi parce que le négociateur de la droite, c'est un mec, des fois tu te demandes ce qu'il fait à droite, c'est un ancien syndicaliste, un Allemand. Et donc, du coup, ça nous a aidés aussi. Mais tout ça pour dire qu'au final, quand même, il y a un arc de force très large qui s'est formé au Parlement européen, alors que c'était vraiment pas gagné, pour demander une présomption de salariat et qui a permis de mettre en minorité ceux qui, par contre, restent toujours les VRP des plateformes, les défenseurs des plateformes, et ben ça, c'est les macronistes. Et ça, c'est quand même un truc dingue, hein. Je te rappelle que, moi, j'ai demandé à rencontrer les lobbyistes de Uber et Deliveroo. Hein. Ils viennent pas me voir spontanément, mais j'avais voulu les voir pour savoir ce qu'ils avaient dans la tête. Ils étaient ravis, tout ça. C'était au début. Ils t'ont fait des cadeaux. Non, mais en fait, en gros, c'était un peu au début du chantier législatif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si. C'est moins friand de te rencontrer. Mais en tout cas, ils avaient des étoiles dans les yeux quand ils parlaient de Macron. C'était dingue. Enfin, ils étaient complètement. On sent que leur allié, leur représentant, c'est Macron. Et donc la bataille, en gros, maintenant, t'as le Parlement européen, les travailleurs, les juges, et de l'autre côté, en minorité. Les juges, le Parlement du côté des travailleurs, le lobby populaire et Macron et le monde réactionnaire. C'est ça. Ils sont pas nombreux. Ils ont plein d'argent, mais ils sont pas nombreux. Et donc toute l'idée, c'est faire en sorte que. Donc réponse, sans doute, c'est le 8 décembre. Hein. Le 8 décembre. Ouais. Alors le 8 décembre. Proposition de la Commission européenne. Ensuite, bon, c'est pas fini parce que tu vois, même en expliquant les mécanismes, clairement, ça aurait pu être plus simple que ça, le fonctionnement de l'Union européenne. T'as l'impression que là aussi, tout est fait pour qu'on n'y comprenne rien. Ça soit trop compliqué. Ouais. Mais du coup, le 8 décembre, le Parlement européen donne, la Commission européenne, le 8 décembre, donne sa proposition au Parlement. Ensuite, on bosse sur les négociations reprennent sur ce qu'on appelle un rapport législatif où, en gros, on amende la proposition de la Commission européenne. On va dire que ensuite, ce qui fait flipper un peu, c'est que Macron prend la présidence de l'Union européenne de janvier à juin. Et moi, clairement, je veux pas que ce dossier il aboutisse. De janvier à juin. Non, pardon. Macron prend la présidence la France prend la présidence de l'Union européenne. Avril et après avril. Voilà. La France prend la présidence de l'Union européenne de janvier à juin. Moi, je veux pas que ce dossier il aboutisse entre janvier et avril. Parce que de avril à juin, ça sera Mélenchon. Par contre, alors là, moi, j'aimerais bien faire traîner les choses un peu pour qu'il aboutisse au mois de mai et que là, avec un Mélenchon à la tête de l'Union européenne, là, on est sûr qu'au moins, on aura vraiment une proposition de directive en faveur des intérêts des travailleurs. Ce que j'allais te dire, dernière question. Tu parlais de revenir sur un siècle de lutte et de combats sociaux. Ce qu'il faut réussir à saisir, c'est qu'en fait, c'est pas seulement du tout le statut des livreurs Uber, Deliveroo, c'est ce qui nous guette tous en fait, l'ubérisation du monde. Et en fait, du coup, le combat que toi tu mènes, les lobbies populaires, c'est pas seulement du tout un petit sujet, ubérisation seulement des livreurs, c'est en fait l'ensemble du monde du travail qui est menacé par les plateformes. Bah oui, parce que moi je me souviens là pendant une mobilisation avec les travailleurs de Monoprix après le confinement où ils racontaient en fait comment Monoprix avait trouvé le moyen de remplacer des salariés par des étudiants sous statut de micro-entrepreneurs qui utilisaient la plateforme StaffMe, donc une plateforme pareille qui te dit je vais te mettre en relation avec pour un petit job. Et en fait, Monoprix s'est rendu compte que c'était vachement plus pratique d'avoir des micro-entrepreneurs plutôt que d'avoir des salariés. Comme ça, tu les jetais quand tu voulais. Donc si on rend légale cette possibilité qui existe aujourd'hui, plutôt que de l'empêcher, si on la rend légale, le fait d'avoir des travailleurs à tes ordres sans assumer les responsabilités d'employeurs, et ben demain, t'es n'importe quel patron, t'es le patron de Monoprix, t'es le patron de Carrefour, mais aussi dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur. Pourquoi tu t'embêterais à avoir des salariés, à t'encombrer du droit du travail, si tu as la possibilité d'avoir des esclaves, en fait? Parce que c'est ça, c'est des esclaves. C'est pas sous-traiter à des indépendants, non, parce que l'indépendant, il choisit comment il travaille. C'est la possibilité d'avoir des esclaves. Donc là, ce qui se cache derrière tout ça, en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que Macron met autant d'ardeur à défendre les plateformes. Je pense pas qu'il a un chèque d'Uber, il a pas besoin de ça, mais je pense que c'est parce que Macron, il a compris l'opportunité qu'il y avait là-dedans, qu'il y avait dans ce chantier-là, de casser, de revenir sur des siècles d'acquis sociaux,
de casser le salariat, de casser le droit du travail, les fameuses rigidités dont il parle. De l'emploi. Et c'est ça qui l'intéresse en fait. C'est ça qui l'intéresse. Donc oui, ce qu'il y a derrière ce débat-là, c'est pas uniquement la question, c'est d'abord la question des travailleurs ubérisés parce que c'est ça l'urgence, hein, leur situation. Mais au-delà de ça, c'est une question qui concerne tout un chacun salarié. Ce qu'il y a derrière la question de l'ubérisation, c'est la casse de l'ensemble du salariat et la casse de l'ensemble des protections et du droit du travail. Et l'avenir de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses. Merci beaucoup, Merci à toi. Laïla, vraiment, voilà, bravo pour ce combat et c'est très précieux d'avoir ça au Parlement européen parce que bon, au Parlement européen, on peut venir du NPA, mais on peut se perdre dans les méandres et voilà et continuer en fait à faire venir tout simplement le peuple, les travailleurs, les travailleuses, les représentants d'autant de pays, de 17 pays, c'est quand même pas une mince affaire, donc bravo. Allez suivre son combat au Parlement européen, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Laïla et à ceux de l'Insoumission et on vous dit à très vite. Salut! Salut!